Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire, c'est un gros plan sur l'économie sociale et solidaire que je vous propose aujourd'hui en partenariat avec le groupe SOS, avec deux invités, Agnès Audier, la présidente de l'Impact Tank, et Saïd Amouche, président et fondateur de Mosaïque RH. Ce 13 février, l'Impact Tank organise à l'Assemblée nationale le premier sommet de la mesure d'impact. L'objectif, c'est de construire un nouveau partenariat entre les entreprises et la puissance publique pour faire de la France un leader de l'innovation sociale. Et puis on garde, comme chaque jour, notre rubrique consacrée aux startups. On va découvrir ensemble Designers Link, plateforme de mode éthique et éco-responsable. Voilà pour les titres, c'est parti pour le grand débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite les invités de ce Smart Impact. Agnès Audier, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente de l'Impact Tank. Saïd Amouche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, président, fondateur de Mosaïque RH. Allez, un peu de présentation, on pose le décor. On a une vingtaine de minutes ensemble pour parler notamment de ce sommet de la mesure d'impact que vous organisez le 13 février à l'Assemblée. Mais d'abord, c'est quoi l'Impact Tank ? Expliquez-nous. L'Impact Tank, c'est un jeune think tank. En fait, c'est un vieux rêve. C'est un rêve de personnes qui aiment le social et qui se disent mais si on arrivait à démultiplier ce qui marche, plutôt que réinventer à l'infini, si on arrivait à démultiplier ce qui marche, on arriverait à résoudre beaucoup de problèmes. Mais pour démultiplier ce qui marche, encore faut-il savoir ce qui marche. Donc, il faut mesurer. Et donc, c'est l'objet de l'Impact Tank, c'est de travailler sur la mesure d'impact et d'entraîner le plus de monde possible sur comment on mesure et comment on tire les fruits, les conclusions de ces mesures. Et pour ça, on rassemble quatre types d'acteurs. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont un peu historiquement ceux qui ont le plus travaillé sur ces sujets-là. Les entreprises, qui sont de plus en plus sérieuses et engagées sur ces domaines-là. Les chercheurs, qui nous semblent complètement clés. Et historiquement, on sait bien qu'ils nous ont manqué pour pouvoir travailler sur l'impact. Et bien sûr, les pouvoirs publics et les financeurs, parce qu'à la fin de la journée, ils sont quand même complètement clés et très impliqués sur ces sujets. Ouais. Voilà, donc on essaye de faire travailler dans une petite structure, encore une fois, associative, à but non lucratif, qui est un impact. C'est une émanation du groupe SOS, c'est ça ? C'est adossé au groupe SOS, mais dès le départ, on a voulu que ce soit plus ouvert que le groupe SOS, parce qu'on s'est dit, si on veut entraîner, il faut qu'on soit avec d'autres acteurs. Et donc, on a Mosaïque RH, et donc on a la Croix-Rouge, mais on a aussi des entreprises, mais on a aussi des universités. Parce que, voilà, c'était indispensable d'être adossé à un acteur qui existe, parce que c'est quand même difficile de faire sortir de terre un nouveau think tank. Mais en même temps, c'était très important pour nous d'être ouverts. Donc, voilà, on est think tank, c'est à la fois un cercle de réflexion et d'action. C'est un think tank et un do tank, on peut dire ça. Think and do. Voilà, c'est ça notre rêve, c'est qu'on arrive aussi à aller jusqu'à inciter à l'action. Permettre, faciliter l'action. On va rentrer dans le détail de tout ça et notamment de cette mesure d'impact parce que c'est évidemment essentiel. Rappelez-nous, Saïd Amouche, ce qu'est Mosaïque RH. Alors, Mosaïque RH est un cabinet à l'origine de recrutement spécialisé dans l'ouverture à la diversité. Donc, on a aidé les entreprises à identifier des talents issus des quartiers populaires. Vous savez qu'en France, malheureusement, le taux de chômage dans les quartiers reste assez élevé et nous, on s'est toujours engagé à considérer que dans ces quartiers-là, il y avait aussi énormément de gens formés par le système public classique, en fait, qui fait émerger des compétences et des gens aujourd'hui qui sont capables de prendre notamment des postes à responsabilité. Et malheureusement, on a des processus de recrutement qui ne sont pas tout à fait, en fait, ouverts. On a aussi une manière de penser le recrutement en France qui est peut-être un peu dépassée, beaucoup sur le CV, beaucoup sur les grandes écoles et pas forcément sur le talent naturel des gens. Et ça, c'est quand même dommage lorsque on est en économie en pénurie de talent. Bien sûr, donc il faut aussi tant de secteurs en tension. Mais ça, vous avez fait un peu changer les mentalités. Ça fait 15 ans, c'est ça que... Voilà, on va fêter nos 15 ans le 23 mars prochain, c'est très juste. Et on a posé le sujet parce que nous, on a voulu embarquer en fait la connaissance des quartiers aussi avec cette jeunesse qui héritait de diplômes de l'enseignement supérieur. Donc on s'est positionné sur les jeunes diplômés des quartiers. On a montré que ce vivier existait et qu'ils avaient leur place dans les entreprises. Ça a plutôt bien
bien marché. Et je crois que c'est important d'expliquer que nos travaux ne peuvent être entendus d'une manière scientifique que si des do tanks ou des think tanks comme l'Impact Tank sont capables de prendre un peu de distance sur ce qu'on a apporté à la société, notamment à l'économie, et faire en sorte de tracer cet impact social durable qu'on a dans le temps. Oui, l'étudier, montrer que ça marche pour pouvoir le dupliquer, le partager. C'est un peu... Absolument. Donc on réveille des nouvelles pratiques, on révèle des nouvelles attitudes dans les entreprises, et ça tombe bien puisque l'entreprise a changé et change. Et puis, on doit aussi éclairer demain la politique publique. Et pour pouvoir le faire, il faut le faire ensemble avec différents angles. Et donc, je suis ravi, en fait, qu'il y ait enfin un sommet pour parler de ces choses-là. Alors, justement, ce premier sommet de la mesure d'impact, ce 13 février, à l'Assemblée nationale. Déjà, de quoi on parle ? La mesure d'impact, c'est pas si facile, quoi. Non, c'est pas si facile. Et d'ailleurs, le mot est compliqué. Oui. Et donc, en fait, moi, je suis convaincue que c'est un sujet très concret. C'est presque un sujet sexy. C'est pas un sujet techno-technique. Oui. Et c'est vrai que le mot est un peu repoussant. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, quelque part, ça dit ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut l'égalité des chances ? Est-ce qu'on veut la lutte contre l'illettrisme ? Est-ce qu'on veut... qu'est-ce que ça veut dire animer des territoires fragiles ? Ça suppose de se poser la question de savoir ce qu'on veut. Alors, dans le domaine financier, on sait à peu près, les entreprises savent définir les objectifs de vente, de cash, etc. Dans le domaine environnemental, compte tenu du péril écologique, en fait, on a réussi en quelques années, finalement, à converger, à se dire, on va mesurer des tonnes de CO2, par exemple, sur le carbone. Il y a des travaux très intéressants sur la diversité, sur la biodiversité, qui essayent de construire un agrégat de biodiversité pour pouvoir comparer des actions d'entreprise au sein d'un même secteur ou de différents secteurs. Mais dans le domaine de l'impact, on reste sociétal, on reste avec des choses assez diverses. Et donc il faut inventer une mesure d'impact social et sociétal, c'est un peu ça ? Oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait l'idée. Après, est-ce qu'on peut arriver à un objectif, un agrégat, comme on essaye de le faire sur la biodiversité, ou est-ce qu'on va avoir des grands thèmes, l'emploi, le vivre ensemble, les territoires ? On ne sait pas, parce qu'en fait, on en est vraiment au début de cette démarche. Mais c'est ça qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de voir comment on arrive à fédérer les travaux. Qui va intervenir, pardon de vous interrompre, qui va intervenir à ce sommet ? Parce que c'est assez varié. Vous avez décidé de mélanger les expériences et les intervenants. On a décidé de mélanger nos 4 types d'intervenants dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, sur chaque table ronde en plénière, il y aura au moins une entreprise, un acteur de l'économie sociale et solidaire, un chercheur, un universitaire et un pouvoir public. Et on a l'immense chance d'avoir beaucoup de ministres qui ont répondu présents à notre invitation, parce que je pense que eux se trouvent tous dans leur politique publique face à ces questions d'impact. Mais sur les entreprises, je voulais juste rappeler qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une démarche internationale sur les notations extra-financières qui n'embarquent pas que les sujets d'environnement, mais aussi les sujets sociétaux. Et que sur il faut être très conscient que si des pays comme la France, la vieille Europe, ne disent pas ce qu'elles pensent de ce que c'est que le travailler ensemble, le vivre ensemble, on va se retrouver finalement avec des visions très anglo-saxonnes de ces sujets-là, qui sont quand même très limitées par rapport à ce qu'on... On est d'accord, il faut définir des métriques, j'aime pas trop ce mot, mais de l'extra-financier qui ne soient pas imposés ou inventés par les Américains ou les Chinois. C'est aussi clair que ça, quoi. C'est tout à fait ça, sachant que l'immense majorité des agences de notation extra-financière sont aujourd'hui détenues par des anglo-saxons. Saïd Amouche, qu'est-ce que vous attendez d'un tel sommet ? Alors, vous voyez, quand on lance Mosaïque RH en 2007, quelque part, on essaye d'apporter des solutions un peu innovantes sur les questions de lutte contre les discriminations à l'emploi et de promotion à la diversité. Donc, on a 2 modèles. On a soit un modèle ancestral porté, en fait, par l'État-providence, qui consiste à dire on est dans l'assistanat pur et simple, avec ses vertus, mais aussi ses limites, ou on a l'alternative anglo-saxonne qui dit il faut des quotas dans les organisations. Nous, on n'est ni pour l'une, ni pour l'autre. On invente, en fait, un modèle de cabinet de recrutement. Ce cabinet de recrutement, en fait, en réalité, on voit bien qu'on a besoin de former les acteurs, donc les décideurs économiques. On a besoin d'amener à la prise de conscience. On a besoin de mieux outiller les candidats qui n'ont pas les mêmes chances que les autres pour pouvoir rétablir finalement un principe très simple républicain qui est l'égalité de traitement. Et derrière, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est rendu compte que, en réalité, si on était dans des stratégies de prévention,
eh bien, c'est des gains économiques qu'on suscite pour la société française, et on a besoin à un moment donné de l'étudier, ce modèle-là, et de pouvoir en faire demain une politique publique. Oui, mais et donc justement, le sommet nous permet de faire ça et d'aller au bout. Mais alors justement, c'est très intéressant. Vous nous dites qu'on a été obligé d'inventer une voie originale, parce que comment mesurer la diversité et les engagements en matière de diversité dans une entreprise, alors qu'en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Enfin, on est dans un modèle qui est effectivement pas le modèle anglo-saxon. Alors d'où la question de la mesure. Donc si on ne mesure pas, on ne voit rien. Et on ne peut pas progresser. Et voilà, absolument. Non seulement on ne peut pas progresser, mais on peut être amené à mettre en place des actions qui vont générer en fait beaucoup plus de difficultés. Mettre des quotas dans les entreprises, et vous le savez, et c'est un sujet que vous connaissez, c'est peut-être un problème si on met en place des quotas ethniques. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Est-ce qu'on ne doit pas d'abord s'intéresser à la compétence? Et quand on est capable de construire ça, comment on le monétise, comment on le valorise, comment on le fait monter en puissance avec l'intervention de pouvoir public? La Caisse des dépôts est un relais de transformation considérable, mais si on n'est pas capable de convaincre la Caisse des dépôts, eh bien il faut mettre en place des modèles qui vont nous permettre en fait de démontrer qu'il y a de la valeur ajoutée et que ça fait du bien en fait à la politique publique. C'est aussi là où on peut chercher des poches d'économie, puisque aujourd'hui on a besoin de financer notre pays. Notre pays est endetté, et si on est capable de faire développer des modèles alternatifs qui sont capables de traiter des problèmes sociaux et de générer leur propre revenu, on a gagné. Et c'est ce qu'on est capable de démontrer. Et je suis ravi que le groupe SOS ainsi qu'Impactante investissent ce sujet-là d'une manière forte aujourd'hui. Agnès Audier, quand vous dites on veut bâtir un New Deal de l'impact, ça veut dire quoi? Et puis peut-être quels sont les freins aujourd'hui, les freins principaux? Parce qu'il y en a beaucoup. Un New Deal, c'est additionner les forces. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, mais si on veut avoir une masse critique et on veut peser et on veut avoir une dynamique, y compris universitaire, chercheurs sur ces sujets-là, il faut qu'on arrête d'être un peu éparpillé, il faut qu'on arrive à additionner les forces. Et on pourrait se dire que la France pourrait être quelque part championne dans le monde, ou en tout cas en Europe, sur ces sujets de mesures d'impact social, sociétal. À l'occasion de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, on a fait un partage avec d'autres pays, et on voit que tout le monde est en face des mêmes problématiques. Donc voilà, il y a vraiment un espace même européen pour construire ça. Oui, mais alors ça suppose aussi des moyens public, c'est un peu le message que vous allez faire passer, pas seulement. Ça suppose déjà une vision commune et une envie commune. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On peut trouver des moyens. On n'a pas besoin d'immenses moyens pour faire de la mesure d'impact. On a besoin que tout le monde ait envie de faire des choses. Et puis, alors par contre, on a besoin de données. Et c'est le point qui me semble important pour répondre à votre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire de la mesure d'impact, il faut des données. Et les données, elles sont pas, on n'a pas de tradition de collecte de données quand même dans le secteur social. On en a progressivement dans le secteur de la santé. Maintenant, on a des choses tout à fait conséquentes qui permettent de faire justement de la prévention, de la personnalisation des parcours. Et donc moi, mon rêve, peut-être mon objectif pour ce sommet, c'est aussi de cranter quelque chose sur le fait qu'il y a des bases, par exemple, publiques absolument extraordinaires. Si on arrivait à mieux exploiter ce qu'il y a dans les bases de Pôle emploi, de l'UNEDIC, de la CNAF, de la DGFiP, on arriverait à comprendre finalement quels sont les parcours des gens. Et avec des chercheurs et toutes les règles de déontologie qu'il faut évidemment pour manipuler des données qui, à la fin de la journée, sont des données personnelles. Donc, évidemment, il faut faire les choses avec prudence, doigté et dans le respect de toutes les règles. Mais on pourrait avoir une exploitation beaucoup plus forte qui permette de savoir, finalement, est-ce que tel et tel parcours est adapté, donne des résultats, et de personnaliser plus les parcours. Saïd Amouche, vous l'avez évoqué, mais dans un contexte où il y a une grande majorité de chefs d'entreprise ou de recruteurs qui disent on a du mal, secteur en tension, je ne sais pas si ce n'est pas l'économie en tension en la matière. Est-ce que vous voyez, les mentalités changer, et est-ce que, on parle de moyens, il y a des biais qui sont encore importants, et donc, voilà, la formation dont vous parliez, là, pour le coup, il faut les moyens. Oui, absolument, vous avez raison. C'est-à-dire que on est quand même dans une société où le déni sur ces questions-là est très fort. Le déni lié aux discriminations, tout type d'ailleurs de discrimination liée à l'âge,
liées aux femmes. Il ne faut pas l'oublier. On a encore des problèmes pour pouvoir reconnaître des femmes. Et on a encore aujourd'hui des organisations qui ont du mal à nommer des femmes sur des postes stratégiques dans les organisations. Il faut le dire. Et je peux vous dire aussi que la fonction publique n'est pas exemplaire sur ces questions-là. C'est important de le rappeler. Et puis on parlait de finances. Pour financer une entreprise, quand on est une femme créatrice d'entreprise, c'est plus compliqué que quand on est un homme. Absolument. Et donc on a aussi le sujet en fait des origines culturelles. L'origine culturelle, pour moi, elle est plutôt liée à des éléments favorables qui constituent la croissance demain. On a des jeunes qui parlent plusieurs langues, on a des jeunes qui sont plutôt dynamiques, on a des jeunes aujourd'hui qui sont formés. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de rentrer dans le marché pour pouvoir déployer leurs talents. Et on a des entreprises qui sont encore sur des vieux modèles. On a aujourd'hui une myriade d'entreprises qui souhaitent se dire on veut voir le sujet différemment, on veut investir du temps et de l'argent pour réformer nos processus, réinventer notre manière de faire du business, réinventer aussi la collaboration qu'on peut avoir avec les hommes et les femmes dans nos organisations. Il faut se rendre compte qu'on parle de souffrance quand même à la base. Quand on subit les discriminations, eh bien c'est des gens qui perdent confiance en eux, c'est des populations qui à un moment donné ne savent pas comment en fait se mobiliser parce qu'on ne les respecte pas. Donc on a tout un niveau de souffrance à traiter et cette souffrance, c'est pas normal qu'en France on ne sait pas la gérer. Et cette souffrance doit être en fait un facteur d'accélération de nos économies. Et donc nous on pense que si on reconnaît chacun au regard de ses compétences et de ce qu'il est et qu'on lui permette de trouver la bonne position, on va redynamiser notre économie. Et donc mettre en place des indicateurs de mesure, se mettre d'accord sur des nouveaux processus d'évaluation de la performance sociale dans une perspective, effectivement, de faire que notre société soit beaucoup plus performante, encore une fois. Est-ce que c'est aussi, Agnès Audier, un moyen de lutter contre ce qu'on appelle le social washing ? Il faut peut-être expliquer en 2 mots ce que c'est, et puis ensuite dire, si on a des éléments de mesure, ça permettra aussi aux entreprises de progresser et aux citoyens d'être dans un rapport de confiance un peu différent ? Absolument, social washing, c'est le pendant de greenwashing, et vous le savez bien, vous le voyez bien, on a vraiment un parallélisme entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux. Donc voilà, social washing. Comme greenwashing, c'est la façon que certains peuvent avoir à certains moments de survaloriser des choses qui sont quand même un peu d'où l'importance de la mesure. Voilà, d'où l'importance de mesurer. Et pour construire sur ce que dit Saïd, je pense que si on arrive à présenter aux entreprises des mesures d'impact, on va aussi débloquer, on va démontrer l'intérêt de bouger sur ce qui est des choses qui peuvent être un peu périphériques par rapport à ce que font les entreprises, mais aussi ce qui est au cœur de leur modèle économique ou de leur modèle RH. Comment on change les processus de recrutement, comment on voit différemment son marché, comment on réalise qu'une grande partie du marché est sur des gens moins fortunés que les gens auxquels on s'adresse spontanément avec les offres qu'on a à un moment donné. Et donc c'est par cette démonstration, nous semble-t-il, qu'on peut justement aider à une allocation différente des ressources dans les entreprises. Mais alors, je trouve ça d'autant plus important et passionnant que, alors il y a effectivement du greenwashing ou du social washing, c'est une réalité, mais il y a aussi des entreprises, et je veux bien vous entendre là-dessus, Sadia Mouchoula, qui font bien ou mieux les choses, qui sont en train de progresser, que ce soit dans l'engagement environnemental ou sociétal, mais qui n'osent pas en parler, de peur d'être taxés de social washing ou de greenwashing. Ou de cynisme. Ou de cynisme. Donc, c'est très juste parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on manque d'outils de mesure. On ne sait pas ce qui est fake et ce qui est réalité. On ne peut pas décréter du jour au lendemain, mettre en place en fait des actions et être au top de la performance de ces actions-là. Ça s'inscrit dans le temps et je pense que c'est important de mettre en place, par exemple, des baromètres. Nous, c'est ce qu'on prescrit aux entreprises. Mettez en place des baromètres diversité pour savoir comment vos plans d'action évoluent dans la durée. Ce qui est très intéressant derrière tout ça, en réalité, c'est que ça fait aussi évoluer les modèles économiques. On a vu émerger, par exemple, une nouvelle race d'entreprises aujourd'hui, qui sont les entreprises à mission. On parle de plus en plus d'entrepreneurs sociaux. On voit bien que, par exemple, les fondations actionnaires, ça sera probablement la solution pour ces systèmes. C'est ce que vous avez mis en place. Absolument. Fondation Mosaïque qui
qui est actionnaire, c'est un modèle original. Hein. Qui porte une espèce de conscience sociale, sociétale, et puis certaines nécessités en fait d'être productif, d'être en capacité en fait de traiter correctement en fait l'offre de services et les partenaires que nous avons, et donc ça nécessite d'avoir les moyens d'une PME pour pouvoir exécuter. Et alors là aussi, c'est une tendance qu'on peut détailler sur le rôle sociétal et surtout le fait que les entreprises, finalement, assument le fait d'avoir un rôle sociétal, même presque un rôle politique. Ça ne vous a certainement pas échappé à l'un et à l'autre. Le même jour, il y a le Crédit Mutuel d'un côté et la Maïf de l'autre qui annoncent qu'elles vont consacrer 15% de leurs bénéfices pour le Crédit Mutuel et 10% pour la Maïf à dividende sociétal ou dividende écologique, en espérant que d'autres grandes entreprises pourront les suivre. Agnès Audier, est-ce qu'il y a un mouvement qui s'amorce pour vous ? Il y a tout à fait un mouvement qui s'amorce, alors qui est un mouvement qui vient à la fois du monde des entreprises et puis qui est un peu aidé aussi par les évolutions législatives. La loi Pacte n'est pas anodine du tout. Elle pousse les entreprises dans cette direction-là. Après, je pense même on voit bien que la situation dans laquelle on est post-crise Covid fait aussi qu'il y a un rapport des salariés au travail, enfin des Français et des habitants de ce pays au travail, par exemple, qui pousse aussi les entreprises à être beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus créatives, beaucoup plus d'oser plus des choses différentes. Mais est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire qui infuse d'une certaine façon, quoi ? Parce que c'est des valeurs, ce que je viens de décrire, qui se rapprochent. C'est pas la même chose, mais qui se rapprochent un peu de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Il y a un continuum qui est en train de se créer. C'est-à-dire, si on regarde il y a 30 ans, il y avait le monde associatif, on ne parlait pas du tout de SS, il y avait le monde du business, focalisé sur le cash. On voit que là, c'est créé tout un univers qui est entre les deux et des entreprises qui investissent beaucoup plus sur les sujets sociaux, qui évidemment sont extrêmement conscientes du péril environnemental. Et puis le monde des associations qui s'est professionnalisé, qui a intégré aussi des nouvelles règles de fonctionnement. Donc on est une période de ce point de vue-là très intéressante. Saïd Lamouche. Oui, ce que je retiens moi, c'est qu'en France, en réalité, on a beaucoup soutenu en fait l'innovation sociale, et donc il y a énormément de bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, elles ne sont pas montées à l'échelle. C'est-à-dire qu'elles restent en dessous de la table. Il faut aujourd'hui les faire remonter. Pour répondre à votre question sur est-ce que l'entreprise est plus politique, en fait, les marchés financiers étaient déjà très politiques. Ce qu'on essaye de faire et de dire, c'est comment on rééquilibre une situation aujourd'hui qui est anormale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la performance sur les marchés financiers qui doit compter, parce que ça fait du mal à nos sociétés, et on voit bien l'impact que ça peut avoir aujourd'hui, et on essaye de remettre ça au centre en fait des problématiques sociales en ayant des modèles économiques vertueux, parce que la performance, c'est pas un gros mot, c'est nécessaire pour pouvoir créer de la richesse et soutenir en fait les plus fragiles aujourd'hui en France. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon sommet de la mesure d'impact, donc ce 13 février à l'Assemblée nationale. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Liliana Melega, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Designers Link, créée en mars 2022. Pourquoi vous l'avez créée ? C'est quoi l'idée ? Au départ, j'étais confrontée avec ce problème. Où est-ce qu'une jeune marque émergente qui fait des upcycling, où est-ce qu'elle peut vendre en France sur une plateforme française ? Donc, il y en a énormément de plateformes étrangères. En revanche, une plateforme, une application mobile qui mettra en relation les marques d'upcycling avec un consommateur inquiet de ses produits éco-responsables, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai créé ça en mars 2022. D'accord, donc les marques que l'on trouve sur Designer Link, c'est uniquement des marques qui font de l'upcycling, c'est ça ? C'est vraiment très très spécifique, il y en a tant que ça ? Aujourd'hui, il y a une vraie tendance, une émergence des jeunes marques. Après la crise sanitaire, on voit de plus en plus. Et en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. J'ai identifié plusieurs marques étrangères, surtout en Pologne, en Ukraine, qui font ça depuis des dizaines d'années. Donc le but, c'est de récupérer
des invendus et de faire, à partir de ces invendus, des nouvelles collections ou à partir du stock dormant. Oui, il y en a beaucoup de marques d'upcycling. Ouais. Comment vous les choisissez parce que vous êtes garante d'une certaine façon avec votre plateforme de leurs promesses, des engagements qu'elles tiennent ou pas. Donc comment vous les choisissez? Pour les marques françaises, je vais souvent à des événements. Je fais beaucoup de recherches sur Internet. Ouais. En revanche, pour les marques qui sont à l'étranger, quand je voyage, je me renseigne aussi sur la qualité du produit ou les produits qu'ils ont upcyclés. C'est une plateforme, c'est presque l'anti-fast fashion? Oui, on peut dire ça. Ouais. Oui. Et je pense qu'avec, dans le temps, dans 10 ans, il y a énormément de challenges, de défis pour réduire l'impact dans l'empreinte carbone. Beaucoup de startups se dirigent vers le upcycling. C'est une demande qui est vraiment de plus en plus importante parce que souvent, quand même, le premier critère d'achat, ça peut être le prix. Donc voilà, est-ce que les produits de ces marques d'upcycling sont forcément plus chers ou pas d'ailleurs? Voilà, comment vous évaluez l'évolution de la demande en la matière? Oui, c'est des produits plus chers parce que si on travaille, je dirais, où il faut prendre le produit, il faut le déconstruire, le retravailler, et donc assembler ensemble toutes ces matières qu'on a récupérées et ensuite créer quelque chose à partir de ça. Mais c'est très intéressant dans le sens qu'à partir d'une collection homme ou des vêtements hommes, on peut faire des produits femmes. Oui. Donc c'est un peu plus cher. Mais dans le critère d'achat, je reviens à cette question sur la tendance, la part que l'upcycling peut prendre dans le marché de la mode. Dans le critère d'achat, le prix, ça reste quand même un critère important, voire le plus important. Les critères environnementaux, ils arrivent assez vite? Oui, c'est plus cher, c'est sûr qu'il y a un prix plus élevé qu'on produit de la fast fashion, on produit. Bien sûr. Mais le consommateur, il recherche ça. Et à force de développer de plus en plus des marques, d'avoir des produits variables ou des produits de plus en plus sur le marché, le prix va un petit peu baisser, je pense. Oui, mais on a tous plein de contradictions dans nos comportements sociétaux ou environnementaux, mais une contradiction des ados qui sont sensibles aux arguments, aux enjeux écologiques, mais qui achètent l'ultra fast fashion, je ne vais pas citer la marque, mais parce que le prix est tellement bas qu'évidemment, dans un budget d'adolescent ou d'adolescente, ça compte. Vous en êtes tout de votre développement Designers Link, vous avez fêté votre première année d'existence, vous en êtes où? L'application est en validation chez Apple, donc on a créé déjà avec un développeur en externe. Donc je suis la seule présidente fondatrice de cette application, lauréate à la French Tech, parmi d'autres startups. Donc elle va apparaître d'ici une semaine. Voilà, donc on est en pleine actualité, on va pouvoir découvrir Designers Link et donc l'application dans quelques jours. Merci beaucoup Liliana Melega et bravo pour d'être venue comme ça, lauréate de la French Tech. Voilà, je voudrais remercier Louise Perrin à la programmation et à la production de ce Smart Impact, assisté aujourd'hui de Marie Billat, Théo Boscar à la réalisation, et puis au son, ils étaient deux, Saïd Mamou et Alexis Oustavassidis. Salut à toutes et à tous, merci encore une fois de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.